Et le problème d'indépendance, ce n'est pas autre chose. Nous voulons être indépendants, c'est-à-dire vivre libre sur notre territoire, hein, conduire l'instinct comme il nous plaît, avoir des rapports avec ceux qui profitent pour nous. مشكل الحياة عند المخيمات لأنه هو مشكل الأرض عندنا هون قاسية. La vie est difficile ici dans les campements. Nous sommes réfugiés sur cette terre vide et hostile qui ne convient pas à notre peuple. En 1975, la Mauritanie et le Maroc se partagent le Sahara occidental au mépris des aspirations du peuple sahraoui, dont la résistance surprend tout le monde. Les populations civiles sont bombardées intensivement. Elles fuient et trouvent refuge sur la Hamada, près de Tindouf, une zone vide dans le sud algérien. À dos de chameau, à pied. 22 campements ont été installés, divisés en wilayas, en daïras et en quartiers. Chacun porte le nom d'une ville du Sahara occidental afin de permettre aux réfugiés de retrouver leurs familles et leurs proches. Ici, les femmes sont seules. Les hommes sont au front pour combattre l'ennemi. Les femmes n'ont pas d'autre revendication que la libération de leur pays. Elles veulent retourner dans leur pays enfin libéré, une indépendance irréversible, et elles se mobilisent pour la libération de la Ciguet El Hamra et le Rio de Oro. C'est pour cette revendication que nous luttons nuit et jour. Nos hommes meurent sur le terrain et nous menons ici la lutte commune pour cette indépendance irréversible et sans faille. Malgré l'intervention directe et massive de l'aviation française et de nombreux cadres militaires français, la Mauritanie s'attire en 1979. Aujourd'hui, seule la partie la plus riche du Sahara occidental, le triangle utile, est occupée par les Marocains. Maintenant, on est dans les territoires libérés de la République arabe sahraoui démocratique, dans la zone comprise entre Laayoune et Boujidour. On est à peu près à 130 km de la capitale de la République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire Laayoune, et à 180 km à peu près de mine de phosphate de Boukra. La défense de ce pays est une des missions principales que s'est donné ce peuple dirigé par le Front Polisario et
le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique. Notre pays n'est pas seulement un désert, notre pays est riche. Nos côtes ont été toujours l'objet de convoitises depuis les temps les plus reculés, depuis le commencement des invasions coloniales. C'est une des côtes les plus poissonneuses du monde. Plus de 97% des poissons qui fournissent la farine de poisson, qui fait de l'Espagne le deuxième pays producteur du poisson après le Pérou, proviennent des prises qui ont été effectuées dans les côtes du Sahara occidental. Chaque jour, nous sommes obligés de faire la chasse aux pilleurs, à commencer par les bateaux marocains, espagnols et plusieurs autres nationalités. Le territoire, je veux dire le sous-sol du Sahara occidental est un des plus riches du monde. Parmi déjà les minerais qui sont recensés, citons d'abord qu'il y a les phosphates. Or les phosphates, je vous rappelle que le Sahara occidental dispose des réserves les plus importantes du monde. Il n'y a qu'à commencer par citer celui de Fos-Bokra, qui à lui seul dispose de plus d'1,7 milliard de tonnes. Et avec une teneur très élevée, facilement exploitable, c'est-à-dire exploitable à ciel ouvert. Et je vous rappelle déjà que l'Espagne a pu en profiter pendant un certain temps, vu la main-d'œuvre acquise à bon marché. Empêchant l'évacuation des phosphates, les Sahraouis ont réussi à geler l'exploitation du gisement. Je rappelle par ailleurs qu'il y a d'autres richesses très importantes. L'uranium, il existe au Sahara occidental. Nous avons le fer dans le sud du pays. Nous avons les indices multiples qui signifient qu'il y a du pétrole. Là, on pourrait comprendre les mobiles des tentatives d'occupation, de domination de notre pays, et plus particulièrement, je crois que la tentative d'invasion par le Maroc expansionniste trouve là plusieurs des aspects de son explication. Alors que l'Espagne n'a pas encore évacué le pays, Hassan II lance le peuple marocain à l'assaut du Sahara. C'est la fameuse Marche verte, orchestrée par une formidable campagne de presse. Avant l'indépendance, le leader de l'Istiklal, Alal El-Fassi, avait élaboré la fameuse thèse du Grand Maroc, qui comprenait une partie de l'Algérie, le nord du Mali, la Mauritanie et bien entendu le Sahara espagnol. Bien sûr, cette thèse a été abandonnée depuis un certain temps, depuis que le Maroc a reconnu la Mauritanie, c'est-à-dire seulement en 1969. En 1974, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé, sous la pression du Maroc, bien entendu, de demander à la Cour internationale de justice, à la Cour de la Haye, de donner son avis sur ce problème juridique très complexe. La Cour de la Haye a travaillé pendant presque une année et en octobre 1975, elle a donné son avis sur ce problème. Et elle a reconnu que le Maroc n'avait pratiquement jamais exercé d'autorité sur cette région. Du strict point de vue juridique, du point de vue du droit international, il n'y a aucun argument sérieux, il n'y a aucune justification que le Maroc puisse invoquer pour occuper ce territoire. سابق الاستعمار اللي دخل التراب من عند القويرة مع شطاط البحار إلى فمادر مع شطاط البحار. La colonisation a pénétré au Sahara de la Guéra au sud,
à travers le littoral atlantique jusqu'à l'oued Dra, au nord. En 1958, le colonialisme a livré au Maroc une partie de notre territoire, de Tarfaya à Tan jusqu'à l'oued Dra, sans consultation du peuple sahraoui. La lutte du peuple sahraoui se justifie tout simplement par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il s'agit d'un droit qui est reconnu universellement par tous les pays du monde, par les organisations internationales, les Nations Unies, l'Organisation de l'Unité africaine, etc. Pour ce qui est du territoire légitime de cette nation, je crois que là, il faut se référer au territoire hérité de l'époque coloniale, à savoir Seg al-Hamra et Wadi al-Dhahab, qui ont été évacués le 26 février 1976 par le colonialisme espagnol après près d'un siècle de domination coloniale. Et le 27 février, c'est-à-dire le jour qui suit, a été proclamée la République arabe sahraoui démocratique, cadre suprême dans lequel se déploie la volonté, le désir du peuple sahraoui. Aucun recensement sérieux n'a jamais été effectué. L'estimation la plus faible est de 120 000 personnes. Le Polisario, quant à lui, avance le chiffre de 700 000 Sahraouis. Il compte tous ceux qui vivent dans le sud du Maroc et en Mauritanie. Il affirme qu'ils reviendront dès la libération de leur pays. Si les tribus ont été très stratifiées dans les pays limitrophes, chaque tribu avec son territoire, avec ses chefs, les chefs avec ses griots, avec ses esclaves. Chez nous, cela n'a pas existé. Il a existé des conseils dont les chefs se sacrifient pour la collectivité, se sacrifient dans le combat, dans le travail, pour servir cette collectivité. وعندنا السياسة مقومتنا هي اللي نقولوا لها إدارة العين. Nous avions une politique qui nous protégeait, que nous appelions la main des 40. المنتخبة من الشعب وهي سياسته وهي مقومته وهي مدللي. C'était un conseil qui exerçait la justice, qui organisait tous les domaines de la vie et qui défendait notre pays contre toute invasion coloniale. La civilisation arabo-islamique et même l'islam, il est assez original chez nous. Participation de la femme, et relations sociales très originales, d'entraide, d'amitié, de sociabilité. Et ce qui fait que vous pouvez dire qu'il n'y a pas de classe, au sens du terme qu'on rencontre. Il n'y a pas de grand écart du point de vue des conditions sociales, du point de vue des conditions culturelles. Si par ailleurs il a existé des marabouts en Mauritanie ou au Maroc ou autre chose, de grands marabouts avec des sectes, chez nous ça n'a pas existé. Il a existé, tout le monde avec le même niveau. Et c'est grâce à cela que nous avons existé, avant même la pénétration coloniale. Notre peuple a existé, il a maintenu son indépendance et son originalité et sa force. Avec la pénétration coloniale, cette originalité a fait qu'on a pu résister et on a pu garder notre indépendance
Et on a été le dernier pays de la région à se soumettre à la colonisation seulement en 1934. La colonisation n'a pas pu désagréger cette situation parce que c'était une colonisation purement militaire qui n'a pas pu faire pénétrer d'infrastructures économiques. Nous avons beaucoup de caractéristiques. Notre religion, notre organisation politique, notre collectivisme, notre générosité, qui n'existaient pas chez nos voisins. Par exemple, chez nous, ce que possède l'un est à la disposition des autres. On n'essaie pas de dépasser les autres en richesse. Il y a une fraternité basée sur la religion. Nous sommes des nomades, comme c'est le cas pour tous les peuples qui ne sont pas nés dans les pays construits. Et c'est cette civilisation nomade originale que nous avons développée dans ce pays que nous appelons Sahara. On a souvent reproché aux Sahraouis de n'être qu'un ensemble de tribus. En fait, ces tribus parlent la même langue, le hassania, et se sont unifiées progressivement dans la lutte contre leurs agresseurs. Aujourd'hui, les Sahraouis refusent ce tribalisme et le Front Polisario organise tout le peuple sans distinction. La sédentarisation forcée dans les campements accélère sans aucun doute le processus d'unification. L'histoire du peuple sahraoui est une histoire jalonnée de faits de résistance, de hauts faits d'armes, et qui ont été toujours motivés par ce besoin de se défendre contre les agressions extérieures. En 1884, l'Espagne déclare être en possession du Sahara occidental. En fait, elle n'occupe que quelques villes côtières où elle installe des comptoirs commerciaux et des ports de pêche. Ce n'est que dans les années 30, puis 50, qu'elle colonise effectivement le pays. L'exploitation des phosphates débute en 1971. En 1958, il y avait 23 élèves sahraouis. La résistance légendaire, opposée par le peuple sahraoui aux différentes tentatives coloniales, aux différentes tentatives de pénétration étrangère, telles que le colonialisme portugais, telles que le colonialisme anglais, tel que le colonialisme français, et plus tard le colonialisme espagnol. Et rappelez-vous bien que même cette domination coloniale n'a pu être établie que grâce à un appui logistique et des tentatives multiples d'aide de la part du colonialisme français au début de ce siècle. Le Sahara est devenu la base arrière des résistants des pays voisins en lutte contre le colonialisme français. La France exhorte l'Espagne à faire régner l'ordre dans sa colonie et finit par intervenir directement à ses côtés. L'opération Écouvillon en 1958 écrase momentanément les différents mouvements de résistance. Cette lutte a été couronnée, comme vous le saviez, par la fin de la présence coloniale espagnole. Ce qui n'a pas empêché les complots de continuer de se tramer, et c'est au terme de sinistres accords de partage, de partition, qu'a été envahi le territoire de Séguer Hamra et Rio de Oro par les troupes maroco-mauritaniennes aidées par un certain nombre de puissances étrangères, essentiellement la France et l'Espagne. Le peuple sahraoui, dès les années 1960 et surtout dans les années 1970,
a été obligé de lutter pour que ce droit à l'autodétermination soit reconnu et pour qu'il puisse être exercé librement. Le Front Polisario a été créé en 1973 précisément pour obtenir le respect et l'application de ce droit. Et c'est pour cette raison que le Front Polisario, après avoir vu que la solution pacifique n'était pas possible, s'est engagé dans une lutte armée vis-à-vis du colonisateur espagnol. Il est certain qu'un des échos les plus retentissants qu'ait rencontré la lutte du peuple sahraoui le fut en Afrique, qui dans sa majorité reconnaît la République arabe sahraoui démocratique. C'est normal que l'Afrique s'identifie à cette lutte, parce qu'il y a deux de ces principes qui ont été remis gravement en question, gravement en cause par le Maroc qui a tenté d'envahir notre territoire, d'annexer notre pays, de s'emparer de nos richesses. Il s'agit des principes cardinaux qui, autant que nous sachions, sont aujourd'hui un des piliers sur lesquels repose cette légalité internationale, cette légitimité dont il a été question, qui sont d'abord le respect des frontières de l'indépendance, c'est-à-dire les frontières héritées de l'époque coloniale, pour des raisons que l'on devine, et le deuxième principe qui nous paraît aussi important, aussi fondamental, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance, à la souveraineté nationale. Et je crois que ce sont deux principes dont on ne peut pas priver le peuple sahraoui. Bien au contraire, à l'instar de tous les peuples du monde, il va en jouir et pleinement. مسؤوليتي أنا مسؤولة في دائرة بكرة مسؤولة لجنة القضاء. Je suis responsable du comité de justice dans la daïra de Boukra. المؤتمرات مؤتمر عموم الولايات مدير على حل المشاكل في الدائرة وعلاقة الأسرة المثالية في الشعب الصحراوي هذا. J'ai été désignée par le Congrès populaire de la Wilaya. Je suis chargée de résoudre les problèmes sociaux et j'essaie de favoriser la création de foyers exemplaires pour qu'il y ait une concorde totale entre l'homme et la femme, une relation sociale normale conforme aux normes sahraouis. La région de Tindouf, dans le sud algérien, constitue non seulement un refuge, mais également une base arrière. Ici, l'État sahraoui et son administration cimentent et organisent le peuple. Chacun a une fonction dans cette société où, pour l'instant, il ne circule pas d'argent et où la propriété privée est réduite aux biens domestiques élémentaires. Le pouvoir populaire en République arabe sahraoui démocratique, c'est l'application de la volonté du peuple. Tout le monde se réunit dans des comités populaires de base et discute de tous les problèmes, politiques, culturels, sociaux, économiques, de tout ce qui touche la population de près ou de loin. On réunit toutes les propositions dans des rapports qui seront discutés devant le congrès des wilayas, où ils seront à nouveau discutés, puis remis au congrès général. Ainsi, les choses viennent de la base et vont au sommet. Et après toutes ces discussions, à tous les niveaux, des programmes sont rédigés et reviennent pour être appliqués par les autorités locales.
Toutes ces autorités sont choisies par voie d'élection. Nos institutions sont représentées par les comités populaires spécialisés, le comité de la justice, de la santé, de l'éducation, de l'approvisionnement et de l'artisanat traditionnel. فيهم المعلمات وفيهم صحابات الإدارة اللي هم يكتبوا فيها وفيهم المربيات. Les femmes ici dans les campements travaillent dans tous les comités. Elles travaillent dans tous les domaines et dans de très bonnes conditions. وننظفوهم وفيهم الناس اللي في المدارس برا. Il y a des femmes enseignantes, infirmières, dactylographes. Il y a des femmes éducatrices d'enfants. Il y a des femmes qui sont en train d'étudier à l'étranger. Les femmes sont dans toutes les institutions. Dans des écoles spécialisées, elles se forment et mènent leur travail à bon terme. Tu parles français? Un peu. Où as-tu appris le français? La Mauritanie. Tu connais? Mauritanie. Et les autres enfants, ils parlent français? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non? Espagnol, arabe. غير صحيح عندي سؤال؟ من صحيح السؤال الثالث؟ السؤال الثالث حسنا نحس كل شيء الجواب الأول صحح السؤال الثالث. بالكفاح والسلاح نفذ الصحراء بالأرواح نفذ الصحراء بالأرواح بالكفاح والسلاح بالكفاح والسلاح نفذ الصحراء بالأرواح نفذ الصحراء بالأرواح بالكفاح والسلاح بالكفاح والسلاح نفذ الصحراء بالأرواح نفذ الصحراء بالأرواح بالكفاح والسلاح بالكفاح والسلاح نفذ الصحراء بالأرواح. Ici, c'est le comité populaire d'alimentation. C'est l'un des comités populaires qui s'occupe de l'alimentation d'une manière générale du peuple au niveau de la DERA. Cette alimentation d'une manière générale provient des pays amis et des organisations internationales humanitaires. Parfois on a l'alimentation en grande quantité, parfois il y en a en moyenne quantité. De toute façon on distribue, on donne la part de chacun suivant la quantité dont on dispose. Toute la viande consommée dans les campements et des différentes wilayas, il vient de cette coopérative de l'élevage. Ici, à cette zone, nous avons à peu près 4 ou 5 000 chameaux. Les grands troupeaux, ils se trouvaient avant dans la région. Mais 57-58, il y avait l'opération de Covillon qui a tué presque 85 jusqu'à 90% de cette
de ces chameaux ou bien des animaux, même les chèvres. Et il y a aussi le bombardement marocain 75, bombardement de Napalm qui a tué 80% ou bien 90% du reste de ces chameaux et de ces animaux. Il n'y a aucun médecin avec son diplôme, sa licence. Mais il existe des gens qui ont une formation et aussi une expérience assez large pour traiter ou soigner les différentes malades qui arrivent à notre hôpital. Que notre hôpital, ce n'est pas un hôpital de traitement même, de traitement spécifiquement, sinon aussi c'est un centre de formation et d'orientation de différents malades qui arrivent à cet hôpital. Pour cela qu'on trouve des mères ou des petits gosses accompagnés par sa mère et que la mère reçoit des orientations et son petit gosse reçoit son traitement. نعيط فلان على هون يقول لي هذا كم نعطيه منه كان قد نعطيه وهذا ما نعطيه يقول لي مصيوب وكذا وكذا قبل الشريعه والله. Notre politique sanitaire, c'est une politique basée sur le principe de la prévention. Et dans ce domaine-là, on essaie, grâce à différents comités de santé existants dans chaque daïra, d'éviter l'existence de n'importe quelle maladie grâce aux moyens d'hygiène et des vaccinations existantes, un programme de vaccination existant. Ça avec la participation des comités d'aïra qui sont chargés de l'orientation et de la formation et conscientisation de notre masse, en même temps de la surveillance sanitaire de toute notre population dans chaque daïra. Les hommes qui ne sont pas au front s'organisent en milices pour construire, protéger et aménager les camps. La jeunesse des dirigeants du Front Polisario est très surprenante. Elle peut s'expliquer par leur culture acquise dans les pays d'immigration, tandis que les générations plus anciennes sont actuellement alphabétisées. Les jeunes ont également sans doute plus de capacité à surmonter les divisions tribales ancestrales auxquelles ils sont moins sensibles. Il n'y a aucun étonnement. Si l'Algérie a soutenu cette lutte, c'est d'abord pour des principes qui ont inspiré la lutte du peuple algérien lui-même, à savoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. J'ai rappelé aussi l'exiguïté géographique
existantes, et que de l'autre côté, c'est une lutte qui a été soutenue internationalement. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne soit pas soutenue par l'Algérie. D'ailleurs, ce qui est remarquable dans le lutte, cela fait 8 ans que le peuple sahraoui lutte avec acharnement, justement, contre les envahisseurs, contre ceux qui essaient d'attenter à son existence, à sa vie. Or, il n'a pas pu être prouvé le moindre indice d'une présence étrangère quelconque. Donc le peuple sahraoui compte essentiellement et d'abord sur ses propres forces. Que je dois vous rappeler aussi, ça je crois que c'est une évidence, la résistance du peuple sahraoui existait avant que l'Algérie ne le soutienne ou avant que la Libye ne le soutienne. Le soutien algérien ou le soutien d'autres pays n'est que la résultante d'une lutte suffisamment développée, qui continue à se développer par ses propres moyens en réponse à sa propre dynamique. L'Algérie reconnaît la République arabe sahraoui démocratique en 1976, tandis que la Libye la reconnaît en 1980. L'armée sahraoui comprend de 10 à 15 000 hommes, ce qui donne un rapport de force avec l'armée marocaine de 1 contre 10. Elle possède aujourd'hui un armement moderne qui empêche en particulier l'aviation marocaine de s'aventurer à basse altitude au-dessus de la majeure partie des territoires libérés. Ces armements sont pour la plupart de fabrication soviétique et ont été vraisemblablement livrés par la Libye. Je suis responsable de cette formation qui se trouve dans cette région de Smara. Notre mission est de surveiller et de contrôler Smara, qui est encore occupée par les Marocains. Au début de la guerre, les unités marocaines occupaient toutes les régions, ou presque. Tferiti, Amgala, Farsia, Djeria, Marbès, Aïn Betiri, Birlalou. En définitive, l'armée marocaine a été contrainte de se retirer de ces régions sous la pression de l'armée populaire de libération sahraoui. Et elle est aujourd'hui retranchée dans certains endroits bien délimités, dans des fortifications. Elle est en position de défense négative. Marbès est libéré en 1979. Les opérations se déroulent toujours de la même manière. Les colonnes marocaines s'enfoncent et ne rencontrent personne. Elles se divisent, installent leur garnison. Les soldats marocains se retranchent dans des conditions très difficiles. Par surprise, les Sahraouis surgissent de leur cache souterraine et passent à l'attaque à toute vitesse à bord de leur Land Rover. Les soldats marocains fuient en désordre, abandonnant leur matériel. Cette tactique a permis à l'armée sahraoui de capturer de nombreux prisonniers, 2500 au total, qui sont régulièrement présentés à la presse internationale. Elle a pu également récupérer sur l'ennemi un stock de matériel militaire important, qui représenterait, selon eux, 80% du total des armes dont ils disposent actuellement. Depuis le début de la guerre, les Marocains ont perdu 8 Mirages livrés par la France et 15 F-5 américains. Nous sommes ici à l'Ebouirat. Cette région est située dans le sud du Maroc. Ces unités militaires occupent cette région pour la défendre. Elles ont actuellement l'initiative pour le contrôle de l'Ebouirat et de cette région du sud marocain. Cela veut dire que les forces monarchistes du Maroc ne peuvent plus circuler dans cette région occupée par les forces de l'armée populaire sahraoui.
Le Polisario ne revendique pas cette région du sud marocain, bien qu'il la contrôle et l'utilise comme voie d'accès vers les zones qu'il a libérées. Avant de se replier, les troupes marocaines dynamitent systématiquement toutes les maisons, comme ici, à Jdelia. Les Sahraouis récupèrent les matériaux qui leur serviront à construire les équipements collectifs aux alentours des campements. Les routes, dont certaines sont facilement identifiables, comme celle-ci qui relie Jdelia à Aouza, ont dû être déminées après le retrait des troupes marocaines. Le reste du territoire demeure très dangereux. Bien que le pays paraisse vide, les combattants sont partout. Traces de bivouac, caches, réservoirs d'essence, puits entretenus, prouvent que l'armée sahraoui occupe le terrain et y circule librement. Partout, elle s'efforce de subvenir à ses propres besoins, profitant d'une nappe d'eau très importante dans le centre du pays. جايت المراية والله أو مكة مهم التكليف بهاي المجموعة المقاتلين الموجودين أنا حراسة الشواطئ المحيط الناحية الموجودة والله القطاع الأرض. J'ai pour mission de diriger ce groupe de combattants chargés de la surveillance des côtes atlantiques. Ma région s'étend de Boujdour au port d'El Ayoun. Nous sommes dans la deuxième région militaire délimitée par notre ministère de la Défense. Cette région fait partie des territoires qui ont été libérés depuis longtemps. Les combattants sahraouis ont été présents dans cette région depuis l'invasion de l'agresseur marocain jusqu'à ce jour. Le Maroc a construit un mur de 600 km de remblais et de barbelés qui s'appuient sur le relief naturel. Protégé par des mines et par un équipement électronique de détection, il rend la tâche difficile au Polisario. Mais cette stratégie défensive risque d'être déprimante pour les troupes et ruineuse pour l'État. Le Maroc ne règle d'ailleurs plus ses factures pour les armes, c'est l'Arabie saoudite qui s'en charge. C'est donc une épreuve d'endurance qui est engagée et dont l'issue ne dépend pas uniquement des belligérants. Le peuple marocain, dont les conditions de vie empirent avec l'effort de guerre et qui a manifesté violemment à Casablanca, est sans aucun doute un facteur important
qui peut accélérer la fin de la guerre. J'étais un ancien pilote. J'ai fait ma transformation en France. À quel endroit? À Orange. Avec des officiers marocains ou avec des instructeurs français? Non, c'est des instructeurs français qui m'ont appris à piloter. De quelle année à quelle année? En 78. Ça faisait partie d'un contrat d'assistance? Oui. Qui était indépendant de la vente d'armes ou bien qui était dépendant de la vente des avions? Non, le Maroc, au moment où il a acheté des avions, c'est normal. Comme tous les pays au monde, on lui impose quand même des conseillers techniques. On lui impose quand même aussi la transformation. Il était obligé d'accepter ça. Ça fait partie du contrat. Sur le champ de bataille, il n'y a pas de Français. Donc en principe, les Français ne participent pas aux préparations de missions. Ils ne connaissent même pas le terrain de l'avion. Donc de ce côté-là, on est tranquille. En ce qui concerne la transformation et l'assistance technique à l'intérieur du pays, les Français que nous avons, ils se limitent à l'instruction des jeunes pilotes. La gauche, ce qu'on attend, c'est que la gauche, c'est pourquoi elle a été plusieurs années, une fois la victoire remportée, que cette gauche, actuellement, elle est bien placée pour réaliser ses objectifs, les objectifs que s'était fixés et qui étaient la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique. Les armes récupérées sont des fusils d'assaut soviétiques fournis au Maroc par la Roumanie et l'Égypte, des Land Rovers espagnols et des chars fabriqués en France et en Afrique du Sud. Vous avez été au Maroc, vous avez tout vu, l'armement sophistiqué, c'est-à-dire les hommes, c'est pas ce qui manque, ils en ont par centaines, si vous voulez des milliers. Mais est-ce que ces Marocains sont convaincus qu'ils combattent pour quelque chose? Quand vous dites ces Marocains, vous parlez pour vous? Je parle pour moi aussi, d'accord. Est-ce que nous sommes convaincus que nous combattons pour quelque chose? Loin de là, d'ailleurs, la preuve a été faite. À chaque attaque, il y a des morts et il y a des blessés, il y a des prisonniers. Faute de quoi, ça? Faute de la débandade, faute de tout le monde se sauve dès la première attaque. Si on était convaincus, si j'étais personnellement convaincu, ainsi que tous les Marocains, nous ne serions pas là. Mais ils ne sont pas cons, ils sont convaincus comme quoi ils sont là pour une cause qui ne leur appartient pas, c'est tout. Ben écoutez, l'histoire nous a démontré que jamais les forces ou jamais une guerre n'a jamais rien réglé. Au contraire, c'est la voie de la sagesse et la voie de la raison qui a toujours gagné. La preuve nous a été faite, la guerre d'Algérie par exemple, la guerre du Vietnam. La France a utilisé pas mal d'armements, même les forces de l'OTAN d'ailleurs, l'Amérique aussi au Vietnam. Et la preuve nous a été donnée parce qu'un peuple qui combat pour son indépendance et qui est décidé à avoir ses droits, il n'a peur de rien. Le Maroc ne reconnaît pas le Front Polisario et s'estime en guerre contre l'Algérie. Le mur que le Maroc a construit ne changera rien à la nature de la guerre. Ce mur a été déjà construit par l'armée marocaine, cette même armée que nous avons déjà défaite. L'armée sahraoui et ses combattants, c'est aussi la même, celle qui a déjà vaincu l'armée marocaine et qui a contraint le Maroc à se retrancher. Notre guerre ne s'arrêtera pas. Nous allons continuer à nous battre pendant 50 ans s'il le faut. Nos combattants viennent de libérer Guelta Zemmour. Notre peuple lutte pour la paix, mais pour une paix qui garantisse notre dignité, notre liberté, notre indépendance. La lutte armée, notre abnégation, notre détermination sont les meilleures réponses à l'intransigeance du roi du Maroc.
السلم اللي يضمن شعبنا حريته واستغلاله ووحدته الترابية. كفاح مستمر، كفاح مستمر، لا استقرار قبل العودة، لا استقرار قبل العودة. ملحمة القدة، هذه الملحمة اللي من جديد وبقوة السلاح وبقوة النعل والحديد نفرض شعبنا